Ok. Bonjour tout le monde. Donc cette semaine, on va commencer à aborder le dernier sujet de notre cours qui sont les systèmes décentralisés. Donc on va passer les dernières semaines à parler des chaînes de blocs. Ok. Donc systèmes comme Bitcoin, Ethereum et peut-être Hyperledger Fabric. Mais avant de faire ça, j'aimerais avoir un cours d'introduction au système pair à pair et surtout aux applications pair à pair qui sont les précurseurs de, de Bitcoin, les précurseurs des chaînes de blocs. Parce que les systèmes pair à pair, c'est quelque chose qui existe même avant que les blockchains existent. Donc j'aimerais donc d'abord expliquer comment est-ce qu'on utilisait les systèmes pair à pair avant que les chaînes de blocs existent. Ok, donc notre agenda aujourd'hui, on va tout d'abord parler un peu là, du pair à pair. Donc, c'est quoi la définition de système pair à pair, système décentralisé ou plus particulièrement système logiquement décentralisé. Et, euh, et donc, comparer ça avec les systèmes distribués qui sont logiquement centralisés qu'on a étudiés jusqu'à présent. On va aussi parler un peu là, de la première application vraiment là, populaire les, euh, pour le pair à pair, qui est le partage de fichiers. Donc on va voir là un peu c'est quoi l'évolution du partage de fichiers pair à pair, et les avantages, les désavantages, et pourquoi ça pas duré. Là. Et par la suite, on va passer à travers là, une liste là, d'applications pair à pair qu'on va expliquer. Donc Napster, Nutella, Skype, BitTorrent et Spotify. En bonus, je vous laisse aussi du matériel additionnel sur les réseaux structurés. Donc, c'est pas quelque chose qui fera partie du matériel de cours, mais il existe une autre saveur de réseaux par à pair qu'on appelle des réseaux structurés. Et donc, c'est ça. C'est quelque chose qui est quand même intéressant à étudier, ce qu'on appelle les tables de hachage distribuées. C'est plus comme une technique là, qui peut être utilisée pour implémenter des systèmes distribués plutôt qu'une application par à pair elle-même. Et donc, c'est quelque chose, si vous êtes intéressé à comprendre un peu plus sur les DHT, vous pouvez regarder ce matériel bonus. Ok, donc jusqu'à présent, on a juste étudié ce qu'on appelle les systèmes logiquement centralisés. Donc, si vous pensez aux applications qu'on a vues, le big data, les jeux massivement multijoueurs en ligne, les applications d'entreprise, ok, donc ce qu'on appelle les architectures d'entreprise. Donc, dans ces systèmes-là, essentiellement, toutes les machines sont contrôlées par une seule compagnie. Okay? Donc, si on regarde l'exemple de euh, Pulsar ou Kafka, c'est des systèmes de PubSub, ou dans le MapReduce, il y a le concept de master. Il y a toujours comme une composante de contrôle qui est centrale. Okay? Donc, malgré le fait que le système est distribué, en fin de compte, il y a, il y a un contrôle, okay? Il y a une machine qui contrôle tout, et cette machine-là, donc c'est un point logique. En plus de ça, toutes les machines appartiennent à la même compagnie. Okay? Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'enjeu de ce qu'on appelle de gouvernance, de contrôle des différents systèmes, des différentes machines qui appartiennent à différentes compagnies. Et ce que ça veut dire, aussi que euh, on peut on a le contrôle sur toutes les applications, le code, tout ça, là, la configuration de toutes ces machines-là. Parce que la même compagnie peut tout changer. Okay? Et là, on va voir la différence dans les systèmes décentralisés, les systèmes pair à pair, les systèmes comme Bitcoin, par exemple. On n'a pas le contrôle. On n'a pas ce contrôle-là. Et donc, on ne peut pas nécessairement faire confiance que tout le monde va exécuter exactement le même code, va envoyer tous les messages sur le protocole, tout ça. Donc, il peut y avoir des choses, des anomalies qui se passent à ce niveau-là. Okay? Parce que on n'est pas tous, on fait pas tous partie de la même compagnie. Ok. Donc, dans les systèmes logiquement centralisés qu'on a vus, c'est quoi les avantages? Okay? Et c'est quoi les désavantages?
Donc les avantages, c'est évidemment que si il y a une composante qui contrôle tout, comme un master, okay, ou un zookeeper dans le cas de Pulsar et Kafka, ben là, ça rend les choses plus faciles à gérer. Donc, on configure toutes les machines pour reconnaître pour, pour reconnaître ou identifier la composante maître, et chaque fois que le master donne des commandes, des ordres, les autres machines, les travailleurs, tout ça, respectent donc ces commandes-là. C'est ça qui se passe par exemple dans MapReduce. Okay? Donc, c'est facile à gérer, il y a juste un endroit qui peut tout faire et qui va essayer d'obtenir une vue de l'information globale pour pouvoir donc donner ces commandes-là. C'est quoi les désavantages? Ben, c'est que les composantes centralisées sont à un point là, de défaillance. OK, donc c'est les composantes centralisées, s'ils tombent en panne, normalement le système ne fonctionne plus. C'est comme le cerveau est perdu. OK, donc c'est important de vraiment solidifier ces choses-là. Et ce qu'on va voir, c'est que dans certaines applications qui sont publiques, là, qui sont décentralisées, c'est pas désirable d'avoir une composante centralisée comme ça parce que ça force tout le monde à faire confiance, à dépendre là, de l'autorité ou dépendre là, de la compagnie qui maintient la machine qui est le maître. Okay? Donc on veut éviter ça. Et donc c'est pour ça par exemple que Bitcoin est décentralisé. Ok, sinon, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a dans un système pair à pair? Ok, donc c'est un système qui est logiquement décentralisé. Il y a deux caractéristiques. Donc, la première caractéristique, c'est l'architecture est décentralisée. Donc, on n'a pas de composante logiquement centralisée, comme je viens d'expliquer. Mais c'est possible de créer, juste ça, c'est pas suffisant d'avoir un système pair à pair. Parce que c'est possible, par exemple, de créer un système qui, qui a une architecture décentralisée, mais toutes les machines appartiennent à la même compagnie. Donc, on n'a pas étudié cet exemple-là dans ce cours-ci, mais il y a une base de données, un système de key value store qui s'appelle Cassandra, qui est qui a été développé par Facebook. Ce système, le système qu'ils ont développé a une architecture décentralisée, où toutes les machines ont exactement le même rôle. Il n'y a pas de composante maître, comme dans les architectures de Google. Donc, c'est une architecture décentralisée, mais ce n'est pas un système pair à pair, parce que c'est quand même un système où toutes les machines appartiennent à la même compagnie. Donc, en plus de ça, il faut le deuxième point qui est gouvernance décentralisée des ressources. Il faut que les nœuds appartiennent à différentes entités, différents utilisateurs, différentes organisations. Ça peut être des utilisateurs anonymes sur Internet ou ça peut être des ensembles de compagnies qui travaillent ensemble. OK? Et donc, dans ces systèmes pair à pair-là, si les nœuds ont exactement tous la même responsabilité, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent de façon symétrique, on dit que là, à ce moment-là, on a du pair à pair pur. Mais s'il y a peut-être quelques machines qui peuvent des fois avoir des rôles un peu différents ou même quelques éléments centralisés, mais pas extrêmes, à ce moment-là, on va dire que c'est hybride, okay, où il y a des variations. Donc on va voir ça. Donc pourquoi est-ce que les systèmes pair à pair sont devenus possibles à utiliser? C'est parce que les utilisateurs, c'est des gens comme vous et moi, là, à la maison, ont des ordinateurs qui sont quand même assez puissants, assez fiables et qui peuvent agir en tant que serveur. Okay? Donc, c'est à partir vraiment de 1999 qu'on considère que les gens à la maison ont des machines assez puissantes pour pouvoir donc partager, pour que ça vaut la peine de partager leurs ressources et pouvoir donc s'impliquer jouer comme un rôle de serveur aussi dans le système. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à penser au système par rapport. Ok, donc une autre façon de penser aux architectures par rapport, c'est comparer ça aux architectures client-serveur. Donc dans ce cours-ci, on a beaucoup parlé de client-serveur, que ce soit à cause par exemple du RPC, on dit que c'est client-serveur, tout ça. Donc ici avec le par rapport, on dit que c'est une approche alternative au client-serveur. On dit que on veut, surtout si on a la forme pure du pair à pair, que tous les nœuds sont à la fois des serveurs et des clients. C'est-à-dire que chaque nœud peut potentiellement être un serveur pour servir des requêtes à d'autres nœuds et être lui-même un client qui va donc parler avec d'autres nœuds qui vont agir de serveur pour lui. Okay?
Donc c'est ça l'idée de pair à pair. Donc ça c'est vraiment clair là, quand on va parler de partage de fichiers. Dans le partage de fichiers pair à pair, ok, donc des systèmes comme BitTorrent ou Gnutella, l'idée c'est que moi je partage mes fichiers, donc je suis un serveur qui partage des fichiers, et en même temps je suis un client qui veut télécharger des fichiers de d'autres machines. Ok. Donc c'est ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources sont partagées, donc nos disques durs sont partagés, les fichiers qu'on partage sont éparpillés dans les différentes machines. Donc c'est là qu'on a la décentralisation. Et donc on peut dire que c'est une forme de démocratie où tout le monde peut contribuer. Et ça permet aussi, là, ça c'est un autre point qui peut être positif ou négatif, là, dépendamment là, de votre point de vue, c'est une attaque sur le copyright, par exemple. Okay? Donc le fait là, que tout le monde peut partager peu importe ce qu'ils veulent sans restriction, c'est une atteinte au copyright. Et en pratique, ce on va étudier, donc le système par pair pur, c'est relativement simple à comprendre. C'est vraiment tout le monde fait n'importe quoi. Mais en pratique, ce qui est plus populaire, c'est les modèles hybrides. On va combiner du client-serveur avec du par pair. Il va y avoir certaines responsabilités qui vont être faites client-serveur, certaines responsabilités qui vont être faites par les nœuds par eux-mêmes. Et donc, avoir des modèles hybrides, ça va améliorer la fiabilité et la performance de ces applications-là. Donc, on va voir des choses comme Skype, Spotify, BitTorrent sont des exemples d'applications qui sont de systèmes par pair hybrides. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on voudrait faire du par pair? C'est quoi les avantages puis les désavantages? Donc, en termes. Donc, ici, je vous donne quelques. C'est quelque chose qu'il faudrait discuter idéalement. Mais ici, je vous donne quelques indices, quelque chose à penser. Donc, quelques dimensions que potentiellement le pair à pair est avantageux ou désavantageux. Donc, premier, c'est l'utilisation de ressources inutilisées. Donc, est-ce que c'est avantageux ou pas avantageux? Donc, selon moi, c'est avantageux parce que, évidemment, si on fait juste du client-serveur, les ressources du client ne sont pas nécessairement bien utilisées. Okay? Alors que dans le pair à pair, si tous les clients peuvent être des serveurs, ben là, on utilise les ressources des clients aussi. Donc, les clients ont peut-être de la bande passante additionnelle, du disque dur, des fichiers sur des disques, peuvent partager donc stockage, des ressources de calcul, tout ça qu'on peut maintenant utiliser là, pour notre système. En termes de scalabilité, donc est-ce que le pair à pair est avantageux ou pas avantageux? Donc là ici, je pense que c'est plus au niveau là, de ce qu'on appelle la scalabilité organique. D'accord? Donc ce qui est intéressant avec le pair à pair, c'est que plus. Donc imaginons qu'on a une application, qu'on vient de bâtir une nouvelle application. D'accord? Donc au début, notre application n'est pas connue. Donc il n'y aura pas beaucoup d'utilisateurs, il n'y aura pas beaucoup de clients connectés à notre machine. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour donc servir, on n'a pas besoin de beaucoup de capacité pour servir donc nos clients, notre clientèle. Mais dès que notre système grossit, okay, et qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, ben là on va avoir de plus en plus besoin de ressources pour le faire. Okay? Donc, ce que le pair à pair offre, c'est une scalabilité qu'on appelle organique. D'accord? Parce que, d'après ce que je viens de dire, ce que je suis en train de dire, c'est que nos demandes de ressources augmentent avec le nombre d'utilisateurs. Et justement, ce que le pair à pair, ça offre une augmentation des ressources quand le nombre d'utilisateurs augmente. Parce que chaque utilisateur contribue au système en partageant ses ressources. Donc, plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de demande de ressources, mais il y a aussi plus de ressources parce qu'on fait du pair à pair. Alors que dans du client-serveur, c'est pas le cas. Plus il y a de clients, il faut que la compagnie elle-même augmente ses ressources de machines, de serveurs pour pouvoir satisfaire la demande. Donc, c'est pour ça que, bon, on va dire, il y a 20 ans, okay, il y a 20 ou 15 ans, le pair à pair était vraiment populaire parce que c'était une façon pour une nouvelle compagnie de facilement grossir, okay, et de quand même supporter la demande. Éviter ce qu'on appelle le death by success.
Death by Success. C'est comme un phénomène qui peut arriver aux startups, où quand un startup devient trop, trop gros, trop rapidement, ils ont peut-être pas assez de ressources pour grossir rapidement leur système, leur application, et là, ça a causé toutes sortes de problèmes techniques. Et là, les clients vont pas apprécier la perte de qualité, et peut-être ils vont perdre la clientèle, et peut-être que la compagnie ou l'application va échouer là, éventuellement. Donc, pour éviter ce genre de death by success, il faut donc que la compagnie soit capable de rapidement augmenter ses ressources s'il y a un besoin pour ça. Okay? C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une façon, il y a une façon, il y a une alternative là, au peer-to-peer qui est vraiment populaire. Donc, vous avez deviné, c'est le cloud. Donc, dans le cloud, l'idée, c'est qu'il y a des très grosses compagnies, des fournisseurs de cloud qui ont des ressources quasiment illimitées là, du point de vue des startups, et qui peuvent offrir sur demande toutes les ressources nécessaires pour les startups. Donc, ça s'appelle offrir l'élasticité nécessaire pour les startups de croître leurs ressources si nécessaire. Donc, le Death by Success aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Okay? Du moins là, au niveau technique, là, parce qu'on peut toujours se fier au cloud pour augmenter nos capacités. Mais dans le temps, là, 15 ans ou 20 ans avant, il n'y avait pas de cloud. Okay? Donc, il fallait trouver une façon là, de faire une scalabilité organique, d'essayer de rechercher cette élasticité. Et c'est là qu'on va peut-être se dépendre là, du pair à pair. Et c'est pour ça qu'il y a des compagnies comme Skype ou Spotify qui ont justement là, exploité le pair à pair pour cette raison-là. Ok, sinon après ça, on a fiabilité et tolérance aux pannes. Donc là, ça, c'est plus les points faibles là, du pair à pair. Parce que, évidemment, essentiellement, on demande aux clients de partager leurs ressources, mais comme c'est un système décentralisé, les clients vont pas nécessairement obéir à mes ordres, à mes commandes. Okay? En tant que compagnie, ils sont pas sous mon contrôle. Donc, ils vont peut-être essayer de tricher ou pas partager les ressources, ou peut-être possèdent des machines qui sont vraiment pas fiables, qui déconnectent tout le temps, ou peu importe, ou qui tombent en panne. Donc, en termes de fiabilité, c'est sûr que la qualité d'un service qui est fourni par un système par rapport, c'est pas la même qu'un système où toutes les machines appartiennent à la compagnie elle-même. Okay? Et là, on va avoir un meilleur contrôle sur la qualité. Donc, ça, c'est un gros problème pour le pair à pair, et probablement la raison majeure pourquoi ça n'a pas duré, malheureusement. Et finalement, donc, tolérance aux pannes, c'est la même raison. Okay. Donc, c'est ça. Donc, les avantages et les désavantages. Et donc, j'ai plus ou moins expliqué ici maintenant pourquoi on n'utilise pas le pair à pair. Parce que, essentiellement, le cloud existe et les problèmes de fiabilité ici sont pas présents dans le cloud. Ok, donc c'est tout pour cette première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, on va parler de partage de fichiers.